Donc bonjour à tous. Un petit rappel peut-être, donc les cafés urbains, c'est un mouvement que nous, en tant qu'étudiants de l'Institut d'urbanisme de Reims, on a créé l'année dernière, en janvier. Euh, L'initiative, il est purement étudiant avec l'appui de nos professeurs qui nous ont pas mal encadrés et aidés au début pour pouvoir mobiliser les personnes à contacter, les démarches à suivre. Donc on les remercie. Et à partir de ça, on a décidé de toujours de faire des conférences accessibles plus ou moins à toutes les personnes, avec un format assez simple, avec l'intervention d'un universitaire et d'un professionnel, donc un duo un peu régulier qu'on fait chaque mois du coup, parce que les cafés urbains c'est un rendez-vous mensuel, et sur un thème lié à l'urbanisme, à l'aménagement et à toute cette sphère, toute la sphère qui l'entoure. Donc on a déjà créé quelques on a déjà eu l'occasion de faire quelques cafés urbains. Le confinement est passé par là malheureusement, mais aujourd'hui on est à notre cinquième café urbain, le premier en distanciel. Donc pour peut-être un petit rappel, on a fait deux précédents sujets l'année dernière avant le confinement. Donc le premier était sur la vie nocturne en ville, puisque dans notre master il y a des personnes un peu spécialisées sur ce sujet, des chercheurs. Et dans un second temps, au mois de février, c'était sur la place du vélo en ville, donc c'était un sujet d'actualité, avec l'intervention de l'association de vélo locale Vélo Oxygène et Clément Dussong notamment, qui ont pu parler de ce sujet. Et puis là, cette année scolaire, en septembre, on a repris au Palais du Tau dans un décor assez sympathique, pour ceux qui connaissent, sur le patrimoine dans l'espace urbain. Donc là, on avait l'intervention de Mathieu Gigot, spécialisé sur la question à l'université de Paris et de Tours, si je me trompe pas, avec un architecte des bâtiments de France, Arnaud Deschamps, qui est qui est sur la région de Reims. Donc voilà un peu pour expliquer, et ça va être le format qu'on va adopter encore aujourd'hui en distanciel. Et pour ça, je vais peut-être vous laisser la parole à Cécile, donc qui est membre aussi organisatrice des cafés urbains. Elle va vous expliquer un peu et introduire Monsieur Courmont et Madame Klein. Donc, bonjour à tous et à tous déjà pour ce soir. Merci d'être ici. Donc, l'équipe du Café Urbain est heureuse de vous retrouver ce soir pour la troisième conférence donc, de la saison qui portera sur le thème de la Smart City. Donc, dans le cadre de cet échange, on a le plaisir de recevoir ce soir donc, deux intervenants, qui est donc Monsieur Antoine Courmont, docteur en sciences politiques et auteur du recueil Gouverner la ville numérique. Donc, bonsoir. Et nous avons ensuite Madame donc Sandrine Klein, qui est créatrice des bureaux d'études Perspective et Vilio et qui est spécialisée donc, sur l'approche Smart City et Smart Territoire. Donc, on a voulu faire une conférence qui soit assez accessible à tous et qui soit dédiée aussi aux professionnels de l'urbanisme. Cette conférence elle se déroulera sur 3 étapes. On commencera par l'intervention donc, de Madame Klein, qui nous présentera l'origine et le concept des Smart Cities. Elle nous apportera donc aussi une analyse critique et des problématiques liées à ce sujet. On passera ensuite dans un deuxième temps avec Monsieur Courmont qui interviendra par la suite pour parler en fait des types de gouvernance et de la place de la data dans les Smart Cities. Et on finira par un temps d'échange pour donc l'ensemble des participants afin de répondre aux différentes interrogations. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas. Oui, je vais refaire un petit point technique avant pour que tout le monde comprenne un peu le fonctionnement. D'abord, si je me trompe pas, ça sera Monsieur Courmont en premier qui parlera et après Madame Klein. Mais sinon, sur l'organisation, ne vous inquiétez pas si vous pouvez pas activer votre micro ou votre caméra pour le moment. C'est le format webinaire sur Zoom qui veut ça. Vous aurez l'occasion de poser vos questions après l'intervention de Madame Klein et Monsieur Courmont sur un temps d'échange dédié. Donc, vous pouvez le faire via la discussion, juste en bas de votre écran normalement, ou via l'onglet questions-réponses. Si vous voulez poser une question orale, vous levez la main et puis normalement, je vous attribuerai, ou l'un de mes camarades organisateurs, on nous attribueront le droit de parole.
et votre micro sera activé. Ça permettra de rendre un peu l'échange un peu plus convivial. C'est un peu la limite du distanciel. Voilà, donc c'était un point technique. Après, si vous avez des questions, des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans la discussion, on vous aidera. Donc voilà, je laisse la parole à Monsieur Courmont. Merci à vous. Eh ben, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis ravi de participer à ce premier café urbain en distanciel. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit comme beaucoup de monde en présentiel, mais bon. On commence à avoir l'habitude maintenant. Je vais juste partager ma présentation. Hop. Alors, donc normalement, vous devez la voir. Moi, ce que je souhaitais, donc pour me présenter, donc effectivement, vous l'avez dit, du point de vue à partir duquel je parle, je suis chercheur en sciences politiques et je travaille depuis une dizaine d'années sur les questions des effets du numérique sur la gouvernance urbaine, et notamment en questionnant l'enjeu de la data, qui semble être devenu l'enjeu clé de gouvernement pour un certain nombre de territoires, qui semble être apparu depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un peu ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les grandes transformations en matière de gouvernance urbaine. En gouvernance urbaine, en sciences politiques, on entend ça comme les modes de coordination entre les différents acteurs, qui soient des acteurs publics, des acteurs privés, mais aussi des acteurs de la société civile, qui participent à l'action publique, aux politiques publiques sur les territoires. Comment ils se coordonnent pour mettre en œuvre ces différentes solutions. Et donc, du coup, qu'est-ce que le numérique vient faire là-dedans? Et pour commencer, je voudrais déjà vous proposer en fait de vous interroger sur à partir de quand on pourrait dater l'entrée des villes dans l'ère du numérique, puisque il faut quand même le rappeler, mais la question de l'informatisation des pouvoirs locaux est beaucoup plus ancienne que ces dernières années. Dès les années 70-80, les collectivités et les grands acteurs territoriaux se sont équipés, se sont informatisés très massivement, et pourtant ça ne posait pas la même question. Qu'est-ce qui change maintenant par rapport à l'informatique? Qu'est-ce qui se transforme quand on parle de numérique? Et à partir de quelle date on pourrait marquer l'entrée des villes dans l'ère du numérique? Alors, dans le petit livre qu'on a écrit avec Patrick Le Gallès, nous, on propose la date qu'on a coordonné avec Patrick Le Gallès, on propose la date de 2008. Pourquoi 2008? Parce qu'il nous semble que converge à la fin des années 2000 toute une série de transformations qui marquerait en fait un changement qui serait soit un changement assez intéressant pour les enjeux de gouvernance urbaine par rapport au numérique. Premier de ces changements, c'est le smartphone. Le smartphone qui a maintenant moins de 15 ans, avec le lancement de l'iPhone en 2007 et l'iPhone 3G en 2008, et qui a véritablement radicalement transformé les manières, les pratiques urbaines au niveau individuel. Aujourd'hui, on ne pratique plus les territoires, on ne pratique plus les villes de la même façon qu'avant l'ère des smartphones, qui nous permettent d'avoir accès à de l'information en déplacement, qui nous permettent aussi du coup d'être producteurs nous-mêmes de données, parfois à notre insu ou involontairement, avec tout ensemble de traces qui peuvent être collectées à partir de ces smartphones, et qui nous permettent, qui ont permis le développement de l'essor de tout un ensemble d'acteurs économiques qui vont nous proposer des nouveaux services, des services numériques à partir de ces dispositifs. Et parmi ces acteurs économiques, en fait, il y en a certains qui souvent la une de l'actualité en matière d'interaction entre ville et numérique, ce sont les plateformes. Et les plateformes sont également apparues aux alentours de 2008, en particulier les grosses plateformes urbaines qui nous intéressent plus dans le champ de l'urbanisme, notamment Airbnb, une plateforme de location de logement de courte durée, créée en 2008, et également Uber, qui est créé en 2009 et qui, à partir de ces dates, vont connaître un essor considérable puisqu'elles vont être présentes dans énormément de villes mondiales sans aucune présence physique, en passant par les utilisateurs jusqu'à provoquer un ensemble de problèmes qui vont devoir être pris en charge par les pouvoirs publics qui vont appeler à leur régulation.
Donc, plateforme, deuxième mouvement qui apparaît à la fin des années 2000 et qui marque l'entrée des villes dans l'ère du numérique. Il y en a un autre, c'est celui pour la notion à partir duquel vous avez, qui est le titre de la conférence de ce soir, qui est la question de la Smart City. Donc la Smart City, c'est une notion un peu vague, il y a énormément de définitions qui peuvent être associées à la Smart City, on pourra y revenir, mais en tout cas, cette notion a été introduite dans le champ urbain par l'intermédiaire de grands industriels de l'informatique, en particulier des industriels américains que sont Cisco et IBM, qui, à la fin des années 2000, ont investi le champ urbain face au ralentissement de leur secteur industriel plus traditionnel, en se disant que le monde s'urbanisait, qu'il y avait là un marché à conquérir et qu'elles pouvaient vendre des solutions, notamment afin d'optimiser le fonctionnement des infrastructures urbaines, des grands réseaux urbains, par l'intermédiaire de la collecte et de l'analyse de données. Et donc, ce concept de Smart City a largement aujourd'hui dépassé les promesses de IBM et de Cisco, puisque maintenant il a été repris par énormément de villes et de collectivités. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que IBM et Cisco se sont eux-mêmes retirés du marché de la Smart City, qui n'a pas rencontré les promesses escomptées en matière de développement économique. Et 2008, moi, ce qui me paraît aussi intéressant, on le cite moins directement souvent quand on parle de numérique, mais 2008, c'est avant l'actuelle ou future crise économique, c'est la dernière grande crise économique qu'a connue le capitalisme mondial, une crise assez majeure qui est intéressante dans ce qui nous intéresse ce soir, parce que, en fait, suite à cette crise économique, vous avez tout un ensemble d'acteurs qui vont se repositionner autour de la question de la data, qui va être considérée comme un capital à accumuler et à valoriser, et qui va être un marché sur lequel elles vont pouvoir avoir des relais de croissance, alors que leurs marchés traditionnels auront été impactés par la crise économique. Donc, vous l'avez entendu, je mets du conditionnel, puisque cette hypothèse d'un nouveau capitalisme urbain par l'intermédiaire de la donnée est encore largement contestée, et c'est aujourd'hui encore plus une promesse qu'une réalité de savoir quelle est la place exacte de la donnée et de l'information dans ces nouveaux capitalismes. Et donc, vous l'avez vu au travers de ces quelques exemples que j'ai pris, il y a cet enjeu de la data qui est un peu au cœur des mutations de la gouvernance urbaine, et qu'on peut résumer autour de 3 points selon moi. Le premier, que ça participe à la recomposition du capitalisme, en partie, en tout cas des acteurs y croient et donc se positionnent sur ce sujet, j'y reviendrai. Tout s'affiche. Le second, c'est les questions que la donnée circule aussi. Là où auparavant on produisait déjà des données, mais par contre le producteur et l'utilisateur de la donnée étaient souvent la même personne. Aujourd'hui, notamment avec les politiques d'open data, d'ouverture des données publiques, mais également d'autres formes de mise en circulation des données, on a ce qu'on peut appeler un développement du libéralisme informationnel, c'est-à-dire l'application des principes du libéralisme au flux d'informations, cette idée de dire que l'information doit circuler librement. Et le troisième point qui me paraît intéressant est le fait qu'on a aussi l'émergence, notamment avec le smartphone, mais plus généralement avec l'IoT, le fait que le numérique, l'informatique se déploie dans tous nos environnements, du développement des traces qui vont enregistrer de manière un peu passive les comportements, les pratiques, les usages urbains, et qui vont pouvoir être utilisés par des dispositifs algorithmiques pour gouverner, et notamment gouverner et orienter l'action des individus. Donc, toutes ces transformations vont déstabiliser et vont conduire les institutions publiques à se recomposer dans leur capacité de gouvernement, leur mode d'action, leur partenariat pour conserver la maîtrise du pouvoir dans le gouvernement de la ville numérique. Alors, je voudrais revenir dans le temps qui me reste sur ces 3 points pour prendre quelques exemples et être un petit peu moins juste conceptuel. Le premier, sur données et transformation du capitalisme urbain, je l'ai déjà dit, la donnée qui est vue comme une nouvelle phase du capitalisme, avec cette idée de la data comme un capital, comme le nouvel or noir, un gisement qu'il faudrait investir et accumuler. Ce que je trouve intéressant, c'est que forcément, c'est un capital qui est crucial pour tous les acteurs, les entreprises du secteur de l'économie numérique,
que ce soit les firmes IT comme IBM ou Cisco, que ce soit les plateformes comme Airbnb ou Uber, dont le cœur d'activité repose sur l'accumulation et la valorisation de données, mais que ce soit aussi pour des startups, tout un ensemble de startups qui ont développé des services. Donc ça, OK, on voit bien que il y a une forme d'économie numérique qui s'appuie sur la donnée. Mais ce qui est, je trouve, plus intéressant, c'est que c'est aussi toutes les entreprises traditionnelles, et notamment les grandes firmes urbaines traditionnelles, qui sont très présentes dans le jeu urbain, qui se positionnent aujourd'hui dans le secteur des données. Toutes les firmes de services urbains, que ce soit Veolia, Suez, la RATP, Keolis, Enedis ou autres, les firmes du secteur de l'immobilier, Bouygues, Eiffage, etc., ont développé peu à peu, progressivement, des branches autour de cette question de l'analyse de données, jusqu'à aujourd'hui se positionner elles-mêmes comme les principaux moteurs du marché de la Smart City sur les territoires. Et donc, pour prendre un exemple, ici, vous avez une des projets phares de la Smart City telle que vendue par IBM, qui était un centre de supervision et de pilotage de différents services de secours et de services d'intervention pour la ville de Rio, donc une espèce de renouvellement d'un mode de gouvernement des territoires très inspiré par les théories de la cybernétique qui étaient en vogue dans les années 60 et qui sont renouvelées ici avec une espèce de grosses pièces de contrôle à distance par l'intermédiaire des flux d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle circulé, était réapproprié par pas mal d'entreprises urbaines, et notamment, là, ici, vous avez les exemples de ce que proposent Veolia et Suez, qui appellent ça, eux, plutôt des centres d'hypervision, qui sont en fait des centres de supervision là dans le secteur de la gestion des réseaux d'eau, où en fait on va une volonté de transversaliser les différents métiers qui interviennent sur le réseau d'eau et d'intervenir par rapport à la data. Donc ça, c'est en place. Ici, les photos, vous avez à gauche, c'est à Lyon, et à droite, le centre visio, je ne sais plus de Suez. Mais en tout cas, c'est en place sur plusieurs territoires en France. Autre exemple ici, c'est une citation de l'ancien président du directoire d'Enedis qui, en 2016, donc Enedis qui installe qui installe et opère surtout tous les Linky, les compteurs communicants Linky, qui annonce qu'en fait leur métier évolue, ce métier d'énergéticien. Aujourd'hui, ils sont devenus un opérateur du big data, puisqu'effectivement, ils gèrent 35 millions de capteurs connectés et donc toutes les données en conséquence. Donc une vraie évolution en termes de métier pour ces firmes urbaines assez traditionnelles. Alors, c'était juste un point pour dire qu'en fait, d'où mon conditionnel sur l'hypothèse du capitalisme urbain autour de la data, c'est que la construction de ces marchés sont encore très incertains. Il y a de très grandes promesses, mais pour l'instant, on a encore du mal à voir les retombées économiques pour tous les acteurs, ou en tout cas, un certain nombre d'entre eux, leurs modèles économiques sont fragiles. Je le disais, IBM et Cisco ont à un moment donné le modèle de la Smart City. Les plateformes, si elles semblent toutes puissantes à première vue, en fait, c'est aussi des modèles assez fragiles. Donc là, le slide je l'avais réalisé avant la crise sanitaire, mais déjà, l'entreprise Uber avait perdu énormément de cotations depuis son entrée en bourse. La crise sanitaire et économique est passée par là également et fait qu'aujourd'hui, une plateforme comme Uber est beaucoup moins puissante qu'avant la crise. De même, une plateforme comme Airbnb subit de plein fouet la chute du tourisme mondial. Et donc, ce qui me fait dire, moi, que les institutions publiques jouent encore un rôle majeur dans la structuration de ces marchés et ont des capacités pour réguler ces acteurs économiques. On pourra y revenir dans la discussion. Je voulais prendre l'autre second point sur la question du libéralisme informationnel et des données qui circulent. Donc là, je vais être assez rapide là-dessus, mais c'est plutôt sur les questions d'open data qui ont émergé en France au début des années 2010 avec la ville de Rennes qui était pionnière sur le sujet et qui sont maintenant une obligation pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants ou 50 équivalents temps plein, donc ce qui fait un très grand nombre de collectivités qui, depuis la loi pour une république numérique en 2016, sont tenues d'ouvrir leurs données publiques. Au-delà de la question de l'open data, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'elle a permis justement aux acteurs locaux de prendre conscience de l'enjeu de la donnée pour gouverner leur territoire, pour acquérir un certain nombre de connaissances sur leur territoire, mettre en œuvre des politiques publiques et pouvoir contrôler aussi un certain nombre d'acteurs qui interviennent.
Et typiquement, vous avez une collectivité qui est un peu pionnière sur la question de l'open data, aujourd'hui se positionne plutôt sur une logique de ce qu'elles appellent un service public de la donnée, un service métropolitain de la donnée, c'est-à-dire être un peu l'acteur central qui va réguler les flux de données sur leur territoire, des données qu'elles soient publiques ou des données qu'elles soient privées, parce qu'elles peuvent les intéresser. Sur la question de la mise en circulation de la donnée se pose aussi un point qui est crucial, qui est l'accès aux données des acteurs privés, en particulier des plateformes, notamment, donc c'est un combat maintenant ancien de la ville de Paris, hein, récupérer des données auprès d'Airbnb ou auprès de Uber, c'est très important, puisque si vous n'avez pas ces informations, vous n'avez pas de connaissances précises de ce qui est en train de se jouer en matière de location de logement sur Airbnb, et vous n'avez pas d'informations de savoir en fait quelle est l'ampleur du problème, comment je fais pour le réguler, est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtes ou est-ce que ce sont des hôtes qui louent très ponctuellement leur location. Donc cet accès aux données est vraiment majeur, et en tout cas il y a des évolutions législatives qui vont en ce sens. Et pour conclure, un peu le troisième point que je souhaite aborder, c'est la question des traces et de la gouvernementalité algorithmique. Donc derrière ce mot, ce concept un peu barbare de gouvernementalité algorithmique, c'est cette idée de dire qu'aujourd'hui, grâce notamment au smartphone, on est capable de récupérer tout un ensemble d'informations sur ce que font les gens en temps réel et de les utiliser pour orienter leur comportement. Et ça c'est un nouvel instrument qui va être ajouté à la panoplie des instruments, notamment aux mains pour les pouvoirs publics. Traces qui permettent d'avoir aussi des nouvelles informations, des nouvelles représentations de ce qui se passe en ville, et du coup de penser, de concevoir et d'agir différemment sur la ville. Donc par exemple, là vous avez l'exemple ici de cette illustration qui est l'entreprise Strava, qui est une plateforme pour cyclistes et coureurs à pied, qui enregistre leurs performances. Et en fait, la plateforme met à disposition des collectivités, en tout cas vend aux collectivités, ces données agrégées pour mieux comprendre les pratiques sportives urbaines sur leur territoire. Et en fait, c'est une donnée qui est assez intéressante, puisque il faut savoir que les collectivités ont assez peu d'informations sur les usages concrets de ce qui se passe en ville. À part quelques enquêtes ponctuelles, on sait très peu en fait où les gens font effectivement du vélo, où les gens vont courir, où est-ce qu'ils font de la marche à pied. Et du coup, quand on veut réaménager nos villes, réaménager nos territoires autour de cette question des modes doux, ça semble quand même intéressant d'avoir un peu plus d'informations que des enquêtes très ponctuelles. D'où cette utilité des traces d'usage en matière d'aménagement urbain. Je prends un autre exemple d'usage de ces traces. Et là, pour orienter les conduites, c'est typiquement dans les calculateurs d'itinéraires ou les systèmes d'information, notamment de transport en commun ou de transport routier. En fait, auparavant, vous aviez des cartes qui étaient un peu similaires pour tous. Comme vous avez le cas ici à gauche sur l'agglomération lyonnaise, c'est une cartographie qui vous indique l'état du trafic. Aujourd'hui, on va passer plutôt à une cartographie qui va vous être personnalisée, où en fonction de votre situation, localisation géographique et de votre destination, on va vous proposer l'itinéraire qui est le plus adapté en temps réel, et aussi selon potentiellement votre historique ou vos préférences en matière de navigation. Donc on va plutôt agir sur votre comportement à vous, en tant qu'automobiliste, dans vos déplacements, par l'information que l'on va vous transmettre. Et donc, c'est typiquement ce qui se passe avec l'application Waze. Waze, qui est une application qui est massivement utilisée. En France, c'est 13-14 millions d'utilisateurs. Donc, c'est à peu près même plus d'un automobiliste sur 4. Donc, en fait, aujourd'hui, Waze, c'est l'acteur majeur qui est en charge de la régulation des circulations automobiles sur les territoires français, et qui fait controverse parce qu'en fait, il a tendance à reporter le trafic dans certains quartiers qui auparavant en étaient préservés, et notamment les quartiers résidentiels avec des nuisances associées. Donc là, vous avez un exemple à Los Angeles, mais il y a pas mal de territoires, notamment territoires périurbains français, qui se plaignent des effets négatifs de Waze, qui peuvent avoir, mais ça c'est un peu plus à titre anecdotique, mais jusqu'à des effets sur l'immobilier, sur le marché de l'immobilier. Là, c'est des exemples d'annonces que j'ai trouvées sur un terrain à Los Angeles, où en fait, dans le texte de l'annonce, ils mettent en avant le fait
que ces maisons sont situées dans ce qu'ils appellent des no-ways streets, c'est-à-dire en gros des cul-de-sac où donc il n'y aura pas de trafic induit par Waze, et donc potentiellement comme un argument de marketing supplémentaire. Donc ça, c'est très difficile de mesurer l'impact effectif de Waze sur le marché immobilier, mais en tout cas ça pourrait avoir des conséquences jusque-là. Et donc forcément des tensions entre Waze et les acteurs publics, mais je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, en conclusion, ce que je voulais dire, je ne vais pas abuser davantage de mon temps de parole, mais premièrement, que l'entrée du numérique n'est pas qu'une évolution technologique, mais est portée aussi par des acteurs qui ont des intérêts, et des intérêts qui peuvent être contradictoires, et notamment des acteurs économiques, donc là, avec les données qui sont devenues une ressource centrale du capitalisme urbain. Et cette question des traces numériques, qui me semble cruciale pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, dans les manières dont on va mettre en place des politiques publiques sur les territoires. Et enfin, donc là, une place des acteurs publics et des pouvoirs publics qui sont certes déstabilisés, qui se font questionner sur leur propre expertise, sur leurs propres compétences, leur propre capacité à accompagner, à structurer, à réguler toutes ces initiatives, mais qui, à mon sens, ont des atouts pour recomposer leur manière d'agir et s'inscrire dans la gouvernance des villes à l'ère du numérique. Voilà, je vous remercie. Je me fais juste un peu d'autopromo en mettant la couverture des derniers ouvrages. Donc, merci, Monsieur Courmont. On va peut-être passer à la présentation de Madame Klein, et puis comme ça, après ça, on pourra faire un petit temps d'échange et revenir sur les deux présentations et créer un peu une discussion, notamment entre Monsieur Courmont, Madame Klein, et puis vous en tant que spectateur. Donc, Madame Klein, vous pouvez partager votre écran et votre support. Non. Merci. Bien, bonsoir à tous. D'abord, je vous remercie d'avoir fait appel à moi pour ce sujet qui est un vaste sujet, qui est très intéressant, que l'on ne sait pas dater, en effet, puisque d'autres peuvent nous annoncer que la Smart City les prémices auraient commencé en 2006 avec le programme Ville 2.0. On a aussi en province, et notamment dans le Cantal, quand l'Internet s'est développé, et où ils ont commencé tout de suite un programme qui s'appelait Cyber Cantal. C'était il y a près de 20 ans, voilà, dans des endroits que l'on peut ne pas soupçonner et qui néanmoins ont senti cette évolution, voire cette révolution approcher. Donc, comme vous l'avez dit, moi j'ai deux entités. Une première qui est Perspective, qui travaille essentiellement sur l'aménagement paysager et l'urbanisme réglementaire, et une autre structure donc, qui est née il y a près de 2 ans, donc Vilio, suite à mon intérêt sur ces grands sujets de Smart City et comment le numérique pouvait faire évoluer nos pratiques et l'accompagnement de la gouvernance justement sur les décisions d'aménagement dans les territoires. Donc, plutôt qu'une utopie, parce que la Smart City, ça reste non pas une utopie ni un modèle, mais différents projets qui ont permis d'associer à la fois ou de mettre au service des villes et des territoires ce numérique. Et aujourd'hui, moi, je suis restée, en fait, quand je me suis intéressée à la Smart City, je suis restée sur ma faim parce que on parle de Smart, on parle de City, et pour autant, la pratique de l'aménagement, on ne la retrouve pas. Quand on entend les grandes entreprises qui ont été citées tout à l'heure par M. Courmont, en effet, il y a beaucoup d'enjeux économiques, il y a beaucoup de technologies, mais pour moi, il n'y avait pas suffisamment d'aménagement, donc je me suis beaucoup intéressée, d'autant plus intéressée à ce sujet. Je trouvais que ça pouvait recouper nos pratiques si on prenait le sujet différemment. Donc, de cette Smart City très technologique, moi, je me suis posé la question de comment on pouvait faire
pour mettre au service des territoires ces technologies, ce numérique, pour valoriser les lieux, s'appuyer quand même sur l'identité de chacun de ces lieux et se servir de ces outils comme des leviers d'attractivité. Donc, de ce fait, vous l'entendrez, je suis descendue un peu en termes d'échelle et je ne me suis pas intéressée aux très grandes villes telles que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Dijon même, qui s'est lancé dans ce projet Smart City. Et je suis redescendue encore en termes d'échelle pour arriver à des plus petits territoires dont on entend d'ailleurs beaucoup parler aujourd'hui suite à ce confinement. On n'a pas de définition non plus de cette Smart City ou de ces Smart Territoires, comme moi je vais plutôt les appeler, mais plutôt des caractéristiques qui vont permettre d'avoir des projets avec des objectifs des projets différents, mais avec des objectifs communs. Et là, on va retrouver un vocabulaire qui va s'entremêler, tels que les mots durable, inclusif, résilient, attractif, efficace. Donc, tous ces mots vont se mêler les uns aux autres et former des combinaisons qui vont permettre alors, cette fois, de parler de façon plus claire de territoire intelligent qui va s'assimiler un peu à un organisme vivant et qui va permettre d'utiliser cette fois et de façon collective. Donc là, on va retrouver d'autres mots-clés, collectif, collaborative, interactive. Donc, toutes ces intelligences qui forment les territoires et où en fait, la donnée peut être un élément central de cet écosystème, mais en tout cas, ce n'est pas sur cette donnée qu'on va s'appuyer pour créer et pour revitaliser ces territoires. Parce que ce sont bien sûr, je vais pas revenir sur les propos de M. Courmont, ce sont bien ces technologies qui ont bouleversé aussi nos modes de communiquer, de consommer, et qui sont même en train de bouleverser nos modes d'habiter. On a parlé d'Airbnb qui se substitue pas seulement au tourisme et d'autres plateformes, mais ces technologies, elles devraient nous permettre, au moins dans nos pratiques professionnelles, de participer à l'organisation des villes, des bourgs. J'ai entendu, et on l'entend très souvent, qu'en effet, dans la Smart City, c'est la donnée qui fait évoluer la manière d'aménager et de faire des choix en termes d'aménagement, d'organisation du transport, notamment. Pour autant, moi, je pars du constat qu'il faut surtout que les besoins soient exprimés et qu'ils le soient par des usagers. Ce qui va rendre l'aménagement partagé en partant justement de cette intelligence humaine globale, en s'appuyant sur l'histoire des territoires, parce qu'à l'origine, on a bien un socle urbain avec des voiries, des réseaux, du patrimoine, des espaces publics, et s'appuyer sur l'ensemble de ces éléments pour pouvoir construire un avenir. Donc, en fait, ma manière d'aborder le Smart Territoire, c'est un peu d'inverser le processus d'aménagement et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'usage, à l'usager, et ensuite de se servir du numérique comme d'un levier d'attractivité et de nouveaux outils, notamment pour repenser ces modèles d'habiter, et notamment avec un gros souci qu'on a aujourd'hui qui est de réutiliser le bâti ancien, puisqu'on ne peut plus et on se doit de préserver les espaces, donc de ne plus trop les consommer. Donc, comment réhabiliter ces constructions qui n'attirent plus? Comment repenser l'espace, repenser les modes de déplacement aussi grâce à ces outils, mais tout en collant à la réalité des besoins. Et j'y reviendrai après, cette mobilité qui est un vrai enjeu, parce que la mobilité, c'est un enjeu partout. En ville, on a trouvé des solutions. Quand on se déplace
et que l'on prend des échelles plus petites, des petites villes qui sont pourtant aujourd'hui attractives, ces mobilités restent une problématique et un enjeu majeur. Et puis, l'espace public aussi. Comment on se rencontre? Alors, aujourd'hui, on a plus de mal justement à se rencontrer, mais c'est bien l'espace public, dans le seul espace où on va, malgré le contexte actuel, pouvoir encore se rencontrer. Donc, comment y faire attention et comment ces technologies vont nous permettre aussi de participer à des évolutions en termes d'équipement, je l'ai dit, de logement, mais sur les problématiques énergétiques aussi. Comment on rend les territoires plus vertueux, comment on s'approprie aussi ces évolutions digitales, parce que tous les territoires ne sont pas au même niveau en termes d'avancée et d'appropriation de ces outils. Et puis, comment on peut rendre ces nouveaux territoires attractifs, surtout après ce qu'on vient de vivre, où en effet, de nombreuses personnes se sont mises à penser et les outils numériques ont permis aussi de réaliser le fait de se déplacer en dehors des grandes villes pour continuer malgré tout à travailler. Sur la réhabilitation des logements, on peut même aller plus loin, puisque aujourd'hui, on va pouvoir passer d'un urbanisme d'îlot, qui a aussi participé à un certain individualisme, et en s'appuyant sur ces nouvelles technologies pour, par exemple, connecter les bâtiments, répondre à ses besoins, c'est-à-dire le partage du Wi-Fi et rester connecté en permanence, pouvoir travailler, pouvoir réhabiliter le bâti aussi en lui donnant de nouvelles fonctions, des fonctionnalités aussi partagées. On sait maintenant faire du logement intelligent, non pas seulement pour réduire les consommations d'énergie, mais aussi pour permettre à des personnes de rester ou d'entrer dans un nouveau logement où elles vont être en sécurité, où elles vont être peut-être aussi surveillées d'un point de vue santé. Donc, garder aussi sur certains territoires les aînés sur place et mélanger les générations. Cet enjeu sur le bâti, et quelles qu'en soient les échelles, il va aussi être lié à une manière de redonner aussi de la lumière naturelle, parce que le numérique ne nous rendra pas vertueux du point de vue écologique et énergétique et tous les enjeux qu'on a, les défis auxquels on fait face aujourd'hui, mais c'est aussi de redonner cette attractivité justement, donc en travaillant avec tous les organismes qui participent d'ailleurs à améliorer ces situations. Donc ça, c'est sur la partie bâtie. Ces smart territoires ou ces smart cities, il y a un sujet qui relève justement de ces smart cities, c'est bien l'espace public. Alors, j'ai mis une photo qui est celle, en fait, d'une place dans la ville de Nevers qui avait communiqué parce qu'ils ont installé un arbre avec des panneaux solaires qui permettaient de recharger son téléphone et d'avoir de l'accès Wi-Fi. On peut parler aussi, avec un élément comme celui-ci, de Smart City. C'est intelligent, ça rend service, c'est connecté, donc ça peut être smart. Cet espace public qui va devoir être aussi réinventé et qui va aussi permettre de créer de nouveaux espaces de proximité, de mixité, voire même d'activité. Moi, j'ai travaillé sur un territoire smart où justement, à force de discussion, on s'est rendu compte que ce qui était demandé, c'était vraiment ça, des lieux de convivialité, des lieux où on pouvait échanger
parce que le télétravail, ça reste, comme la maison individuelle il y a 30 ou 40 ans, individuel. Or, on a besoin d'avoir des échanges, on vient de s'en rendre compte en étant confiné que les échanges sont très importants. Donc, le télétravail en modèle individuel, on peut en souffrir. En revanche, on peut peut-être télétravailler dans des espaces de bureaux partagés, donc ces espaces de coworking, où on va se retrouver et où on va avoir une mixité à la fois générationnelle, mais aussi qui va permettre de se rencontrer entre personnes qui ne seraient peut-être jamais rencontrées. On va peut-être découvrir aussi des métiers que l'on ne soupçonnait pas, ou peut-être même, comme on l'a vu, nos métiers que l'on peut pratiquer à distance, alors que peut-être il y a quelques années, on n'y pensait pas. En tout cas, ça peut aussi favoriser, par ces outils, favoriser ces rencontres et aider aussi à un mieux-être dans ce télétravail. Ces smart cities, ces smart territoires, elles vont aussi s'appuyer sur les ressources locales. On parle de plus en plus de circuits courts. Comment créer des espaces de vente de produits locaux, de réduire les temps de déplacement et de valoriser ce qui est produit localement, ce qui peut être aussi produit dans les grandes villes, puisqu'on travaille de plus en plus justement sur l'agriculture urbaine. Donc, il va bien falloir valoriser ces produits. C'est aussi la Smart City qui va le permettre et tous les outils connectés qui vont permettre de développer ces circuits de vente. Sur les services publics, bien sûr. Et puis, il y a aussi cet enjeu d'accès aux soins, et là, notamment sur certains territoires. Et ces technologies, elles vont permettre de maintenir cet accès à ces services et aux soins dans ces territoires, avec des services de médecine que l'on trouve normalement qu'en ville, même avec des spécialistes. Aujourd'hui, on a des cabines de soins qui vont pouvoir s'installer avec des rendez-vous et à certains endroits où on est loin de grands hôpitaux, de lieux de soins, on va pouvoir rester en contact sans que cela crée des contraintes en termes de temps de déplacement. Donc là aussi, pour moi, on est vraiment dans la Smart City. Autre sujet, donc je l'ai dit, ces modes de déplacement. Ça, c'est vraiment c'est un enjeu majeur, puisque même en ville, M. Courmont l'a évoqué avec cette problématique justement de Waze qui nous simplifie les déplacements, mais qui a engorgé des lieux où on ne pensait pas du tout un jour justement voir toutes ces voitures arriver. Et dans le même temps, la voiture n'est plus devenue un signe extérieur social. Il y a 20 ans, on parlait de signe extérieur de richesse. Ça n'en est plus un. C'est devenu vraiment un outil de déplacement onéreux qui a un impact important sur la planète et qui n'est plus un outil indispensable, sauf pour se déplacer. Et là, il devient un réel enjeu majeur en milieu rural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce numérique, toutes ces technologies ont permis de gagner en attractivité sur des territoires qui peuvent être éloignés de grandes villes qui étaient très attractives il y a quelques années. Aujourd'hui, tous ces territoires ont gagné en attractivité. Malheureusement, il a fallu ce virus et puis qu'on se rende compte qu'on pouvait à la fois travailler à distance, se contacter différemment, profiter des espaces extérieurs et se rendre compte que vivre à l'extérieur, c'était aussi très enrichissant. Mais cette problématique de mobilité, que ce soit en ville ou dans des territoires ruraux, elle reste vraiment
vraiment un enjeu primordial. Donc là, certainement aussi que les technologies vont permettre d'y remédier. Pour autant, on s'est rendu compte que le partage de véhicules, le covoiturage, qui semblait être des solutions il y a quelques années, ne l'ont plus été pendant la période du confinement, puisqu'on s'est rendu compte que partager sa voiture, ça pouvait être problématique. On se rend compte aussi que le véhicule électrique, c'est peut-être pas non plus l'idéal, mais le mix énergétique, on peut toujours y réfléchir. En tout cas, il y a un vrai enjeu. Si la fracture numérique, elle, s'atténue, la fracture sur la mobilité est aujourd'hui un enjeu et peut-être que ces questions de smart vont permettre d'y remédier. En tout cas, je l'espère, comme elles l'ont fait par ailleurs. Un petit schéma que je vais passer vite, mais qui est issu d'un document qui, vous avez la référence, et qui reprend d'ailleurs ces termes que j'ai évoqués tout à l'heure, d'efficacité, inclusive, résiliente, attractive, durable. Voilà tout ce que l'on recherche aujourd'hui, que ce soit en ville ou sur des territoires plus petits. Donc ça, ce sont sur les thématiques majeures qui forment les enjeux urbains d'aujourd'hui, en tout cas qui, moi, dans ma pratique professionnelle d'urbanisme, me concerne les élus, donc ceux qui gouvernent ces territoires. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les atteindre, il n'y a pas que les outils numériques, mais il y a aussi un outil qui est très important, qui est l'écoute de l'usager. Et c'est un aussi des outils qui permet de revenir aux réalités de chaque territoire, à ce qui en forme la singularité, et qui va permettre de fédérer autour de grands ou plus petits projets avec de grands ou de plus petits opérateurs. C'est surtout que le projet et le sens du projet va pouvoir être expliqué. Et un élément que moi j'ai noté dans les expériences qu'on a pu faire, c'est que ça permet aussi une appropriation beaucoup plus rapide par la population des changements qui vont être opérés. Dans les grandes villes, dans ces grandes smart cities, les outils, grâce à la data, en effet, on va pouvoir prendre des décisions assez rapidement et procéder au changement. La communication, par le biais de tous les outils de communication qu'on peut avoir aujourd'hui, va être développée. Pour autant, on sent toujours qu'il n'y a pas forcément d'adhésion dans les projets où c'est plus long. Sur les territoires plus modestes, on va pouvoir, grâce à ce partage, grâce à ces échanges, permettre une appropriation du projet, voire même l'adapter plus en amont, et donc d'avoir une certaine agilité. On a eu un exemple dans une petite ville où on a travaillé par ce modèle de SMART. En fait, on était parti sur une problématique vraiment d'enjeux liés au commerce. Et comment faire en sorte de récupérer à la fois des commerçants, rendre attractive la ville pour ramener du commerce, et puis surtout comment faire pour que ces commerçants puissent vivre de leur activité et que la population puisse consommer, bien sûr, les produits de ces commerces. Et en fait, à force d'échanges, d'ateliers participatifs, d'utilisation des outils plateformes pour échanger et faire comprendre les projets, les questions qui étaient posées, en fait, on est arrivé à la conclusion que ce qui était demandé vraiment en priorité, c'était un lieu d'échange, de convivialité,
ni plus ni moins que ce que l'on va faire entrer aujourd'hui dans ce que l'on appelle un tiers-lieu. Un espace, en effet, où on aurait une plateforme qui servirait à la fois de coworking et aussi un espace qui servirait d'échange, pourquoi pas de restauration ou de café aussi, dans lequel pourrait être organisé, comme ce soir, un café urbain ou une soirée Repair Café. Voilà, c'est vraiment ce qui était demandé parce que c'est ça qui manquait. En fait, il y avait il n'y avait que des services, des équipements, des commerces bien structurés, alors que ce qui était demandé, c'était un endroit de mélange et de convivialité. Et ça, c'est bien parce qu'on a eu ce mode d'action que je dis, moi, inversé, et qui permet de répondre avec du numérique aux besoins, tout en respectant le territoire et en respectant le besoin de chacun. Donc, pour conclure, je rejoins d'ailleurs les propos de la conclusion de M. Courmonc, à savoir que, en fait, ce qui est important dans ces smart cities, quelle qu'en soit l'échelle, c'est que de respecter ce triptyque gouvernance, entreprises qui vont intervenir sur les territoires et projets, actions. Parce que si le smart est au cœur du projet, ce sont les usagers qui vont en bénéficier ou qui, à un moment donné, ne vont pas le comprendre. Donc, c'est important de bien réfléchir ensemble et d'avoir justement une collaboration qui va être inclusive, qui va permettre d'atteindre cette smart city ou ce smart territoire, donc d'en atteindre les objectifs, non pas dans une logique technologique, mais surtout dans une logique de co-construction active et de projet urbain, si ce n'est réussi, au moins partagé. Merci de votre attention. Merci à vous, Madame Klein, pour cette présentation. Maintenant, on peut passer au dernier temps de ce café urbain. Donc, c'est le temps des questions et des échanges. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut le faire soit dans la discussion où vous formulez votre question à l'écrit, et puis Monsieur Courmonc, Madame Klein liront cette question à toutes et à tous et essaieront d'y répondre. Si c'est ce cas que vous utilisez, il faut bien faire attention de mettre envoyé à tous les participants et à tous les panélistes pour que aussi les participants puissent voir votre question. Mais sinon, si vous préférez à l'oral, ce qui est peut-être plus convivial, dans ce cadre, c'est vous levez la main à côté en bas de votre écran, il y a le petit icône qui est fait, et puis nous tenterons, enfin Monsieur Courmonc et Madame Klein répondront à votre question. Moi, je vous laisserai l'autorisation pour activer votre micro. Puis il y a l'onglet questions-réponses aussi, qui est une autre solution, si vous préférez. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'il y avait quelques questions déjà dans l'onglet questions-réponses. Donc Madame Klein, Monsieur Courmonc, si vous voulez, ça lancera cette phase. Qui se lance? Alors, attendez, On je a vais juste déjà voir les questions. Oui, allez-y. Pardon. Allez-y, hein, si vous voulez répondre à la première question qui Je vais prendre la directement première adressée. puisqu'elle m'est adressée. Alors, vous l'aurez compris par ma présentation, pour moi, la Smart City, ce n'est pas seulement le numérique, le digital ou l'utilisation des données qui vont permettre de réfléchir à un projet ou je dirais pas d'influencer, mais
permettre aux gouvernants, aux décideurs d'orienter un projet. Pour moi, c'est un tout. Le numérique et le digital, pour moi, ne sont que des leviers et des outils, comme il en existe plein d'autres. En tout cas, ce que l'on a remarqué, c'est que ce sont des outils qui ont vraiment permis à certains territoires, et qui vont encore le permettre à certains territoires, de regagner en attractivité. Moi, pour répondre à donc, la question là, sur le retrait de Cisco ou de Google du marché de la Smart City, alors, pour moi, c'est bien plus la crise sanitaire, en fait, c'est bien plus profond que ça. En fait, le marché de la Smart City tel qu'il était envisagé par les grands acteurs, notamment IBM et Cisco, ça correspondait pas du tout, en fait, aux besoins des décideurs locaux. Donc, ils sont arrivés avec des solutions, avec des produits technologiques pour lesquels il n'y avait pas de marché qui existait. Ils ont tenté de le créer, notamment par le biais de certaines expérimentations sur énormément de territoires en France et à l'étranger. Mais en fait, ça ne répondait pas du tout aux besoins et aux nécessités des personnes en charge de l'administration des territoires au quotidien. Et donc, ils ont eu énormément de mal à dépasser cet imaginaire solutionniste qu'ils avaient un peu du fonctionnement de la ville. Et ils se sont heurtés à la complexité de comment sont gérées les villes au quotidien. Et les villes au quotidien sont gérées d'une manière très différente selon les secteurs d'action publique, selon les territoires, selon les institutions qui sont en place, selon les acteurs publics et privés qui sont déjà présentes. Et donc, il n'y a pas une solution unique d'un modèle un peu uniforme que l'on pourrait plaquer de gestion par la donnée d'une ville, qu'on soit à Séoul, à Reims ou à Lima. Et donc, parce que forcément, les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'était un peu l'image qu'ils avaient. Et pour avoir fait pas mal d'enquêtes là-dessus, on se rend compte qu'assez vite, il y a des grandes incompréhensions en fait, qui se font jour entre les personnes plutôt issues du secteur de ces entreprises de l'informatique et les personnes du secteur urbain, puisqu'ils n'ont pas la même formation, pas la même culture, et ils ont énormément de mal à dialoguer, à se parler, à se comprendre, et ce qui est une très grosse problématique sur la mise en œuvre de ces projets. Et juste peut-être aussi une petite précision, donc dans la question est cité aussi Google. En fait, Google, effectivement, avait un projet important de quartier dit Smart à Toronto, au Canada. Et suite à la crise sanitaire, ils se retiraient. Donc, pour des raisons économiques, ils ont rencontré une forte opposition locale, notamment sur la question de la collecte des données personnelles, ce qui a pu conduire à leur retrait. Mais ça ne veut pas dire que en fait, la filiale de Google spécialisée dans la Smart City existe toujours, Sidewalk Labs. Elle vend toujours un certain nombre de solutions. Aujourd'hui, elle n'est pas présente en Europe, mais elle existe toujours. Et l'autre aspect, en fait, Google est quand même présent comme un acteur majeur sur la gouvernance des territoires au quotidien, en particulier par le biais de Google Maps. Google Maps, c'est aujourd'hui une capacité de représentation territoriale et d'orientation des comportements qui est énorme et pour lequel les pouvoirs publics, mais pas seulement, doivent se poser des questions, notamment qu'est-ce qu'on veut mettre en avant sur son territoire, est-ce qu'on peut ne pas être sur Google Maps aujourd'hui, quel lien de dépendance par rapport à cet acteur prédominant aujourd'hui dans sa capacité à représenter nos territoires à nos dépens. Parce que c'est important ce qui vient d'être dit, parce qu'en effet, le rapport entre la question de la Smart City et de la gouvernance est primordial, et surtout de l'utilisation de la donnée, parce qu'on se rend bien compte, en effet, quand on regarde les Smart Cities qui sont mises en évidence, il faut aussi se poser la question du modèle politique de ces territoires actuellement. C'est pour ça que moi, je revenais aussi sur la prise en compte de l'usager, parce qu'il ne faudrait pas justement que entre la technologie et la pratique de la pratique urbaine ne doivent pas s'opposer, mais au contraire, pour moi, ce sont vraiment des leviers, des outils d'action sur les territoires. Après, la question de la data, c'est encore
ça c'est un vaste sujet. Et ça peut faire partie d'un prochain café urbain en entier. Donc, sur l'utilisation de la donnée, c'est aussi une question, il y a une question là sur l'utilisation et l'accès aux données. Ça, c'est en fonction aussi de l'échelle du territoire sur lesquels vous allez réaliser le projet. Pas la peine de se noyer souvent dans des données qui seraient peu utiles. Il faut que la donnée soit vraiment pertinente et en lien avec les objectifs recherchés. Pour compléter la réponse, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fantasmes aussi à partir de ce qu'on pourrait faire à partir de ces datas auxquelles on pourrait avoir accès, qui donneraient effectivement de nouvelles informations et connaissances. C'est certes vrai, mais ça reste compliqué d'utiliser ces nouvelles sources de données pour lesquelles on peut manquer d'expertise et de compétences, expertise technique sur le maniement des données, mais aussi d'expertise métier pour savoir en fait qu'est-ce qu'on peut leur dire et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces datas. Et aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement crucial qu'on trouve une manière de collaborer, de coordination entre des expertises traditionnelles, des méthodes assez traditionnelles d'usage de la donnée à des fins urbaines et ces nouvelles formes autour de la data science. Pour prendre un exemple de ça, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y a à Paris, à l'occasion du réaménagement de la place de la Nation, qui était au programme du mandat précédent d'Anne Hidalgo, il y a eu une expérimentation qui a été faite par l'entreprise Cisco, qui a mis tout un ensemble de capteurs. Donc, c'était encore à l'époque où ils pensaient pouvoir investir dans le marché de la Smart City. Et donc, ils ont mis tout un ensemble de capteurs en amont du réaménagement, notamment pour mieux comprendre les modes doux pour lesquels la ville de Paris a assez peu de données. Et ça correspondait plutôt à l'objectif, puisque l'objectif du réaménagement, c'était de réduire la place des voitures pour accentuer celui des modes doux. Et donc, du coup, ils ont mis des capteurs en amont. Après, ils ont fait un aménagement provisoire en mode urbanisme un peu tactique. Et ils ont mesuré, du coup, l'avant-après pour voir si l'aménagement envisagé était pertinent. Enfin, en tout cas, ça, c'était l'idée de base. Et quand on creuse un peu ce qui a été fait à partir de cette data, certes, il y a eu pas mal de données qui ont été produites, mais on se rend compte qu'elles ont été très peu utilisées, que ça a été très marginal dans la réalisation du projet urbain in fine, pour plein de raisons, pour des raisons de gouvernance, etc., mais aussi pour des raisons qu'en fait, ces données sont assez difficiles. Aujourd'hui, on a assez peu de recul et d'expertise sur notre capacité à produire des données pertinentes et à les utiliser de manière pertinente pour ces fonctions-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Moi, je prends souvent la comparaison avec tout l'ensemble de l'information et des statistiques que l'on peut avoir sur les déplacements automobiles. En fait, on mesure ça depuis l'après-guerre, même l'entre-deux-guerres. On avait des premières techniques pour mesurer les flux automobiles qui se sont perfectionnées avec la technologie, mais aussi qui se sont perfectionnés dans tout le développement de connaissances et de savoirs scientifiques et techniques sur ces questions. Il y a des chaires dans plein d'universités qui ont été créées partout dans le monde sur ces questions-là, parce qu'en fait, on a aménagé nos villes autour des voitures et on avait besoin de cette connaissance et de cette expertise. Aujourd'hui, où on veut penser un nouveau modèle d'aménagement urbain, on va avoir besoin de nouvelles formes de connaissances, mais ces nouvelles formes de connaissances, forcément, ça demande du temps pour les construire, pour les stabiliser, afin de pouvoir les utiliser de manière la plus optimale possible. Donc, c'était un peu une réponse sur cette question où certes, les données peuvent être très utiles, mais attention, attention, ce n'est pas si simple à utiliser. Sur la question des tiers-lieux, aujourd'hui, des tiers-lieux, il en existe de nombreux, divers et variés en France. Je ne vais pas citer un exemple plus qu'un autre, je ne veux pas en privilégier un plus qu'un autre. Moi, je vous invite à aller sur le site notamment du ministère qui les répertorie tous. Ils ont des thématiques variées. Vous avez des tiers-lieux qui sont plutôt culturels. Il y a des tiers-lieux qui sont plutôt là pour valoriser et éduquer sur l'environnement, les enjeux climatiques et puis redonner le goût à la nature. Donc ça, il y a beaucoup ce type de tiers-lieux. Un tiers-lieu, c'est quelques ingrédients. C'est
et qui ne sont pas à négliger. D'abord, un modèle économique, parce que sinon, c'est comme tout équipement, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte très cher à faire fonctionner. Il faut souvent un ou plusieurs animateurs autour de la thématique développée. Et puis, pouvoir aussi beaucoup communiquer, et ce sont là des lieux d'échange. Donc, il y a des tiers-lieux qui sont aussi formés qui sont faits pour plutôt la culture, je l'ai déjà dit. Ça peut être aussi un lieu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, où on va pouvoir à la fois travailler et un lieu où vont être organisées différentes conférences sur des thématiques particulières. Voilà, il en existe beaucoup. Il faut savoir que le gouvernement a aussi lancé un AMI, Nouveau lieu, nouveau lien, qui permet aujourd'hui, dans des territoires même ruraux, de pouvoir bénéficier d'un appui et de mettre en valeur ces dispositifs qui participent à l'attractivité de certains territoires. Sur la question de l'équipement personnel, et puis il y avait aussi une question sur la fracture, j'ai vu passer tout à l'heure, je crois sur la fracture sociale. Sur l'équipement personnel, oui, ça reste un enjeu, c'est d'où l'intérêt de ces smart cities ou smart territoires qui vont mettre à disposition des usagers aussi dans ces lieux l'outil numérique qui pourrait manquer chez certaines personnes au sein de certains ménages. Après, évidemment, ça ne répondra pas à tout et on ne pourra jamais répondre à tout. Donc, je l'ai dit, que ce soit Smart City, Smart Territoire, la technologie ne fera pas tout. C'est pour ça que moi, de ma manière de travailler, c'est aussi de continuer à y associer l'intelligence humaine et les ressources locales, qu'elles soient agricoles, naturelles, humaines, technologiques, numériques. C'est cet ensemble, en fait, qui va permettre de répondre aux usagers, de répondre aux besoins et de faire la réussite de ces projets. Pour compléter sur la question des inégalités, je pense qu'elle est cruciale et qu'elle ne se résume pas uniquement à la question des équipements et des dispositifs, qui est importante, mais qui a de multiples facteurs qui rentrent en compte. Il y a la question aussi de l'accès au réseau et au débit qui reste encore structurel pour un certain nombre de territoires, que ce soit des territoires plus éloignés, ruraux, etc., mais aussi au sein même de certaines métropoles, il y a des territoires qui sont moins dotés. Et après, c'est surtout, moi, je pense que ce qui est important aussi, il y a plusieurs, donc à la fois la crise sanitaire et toutes nos activités passées en ligne l'ont montré, mais aussi les processus de dématérialisation des services publics et le retrait de la présence de l'État et des services publics sur certains territoires le mettent particulièrement à jour. C'est le fait que en fait, on peut avoir un usage quotidien de loisirs du numérique et être assez à l'aise avec ça. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'en faire un usage administratif, et ben forcément, on a d'autres craintes, d'autres difficultés. Et donc, on peut se retrouver, c'est pas parce qu'on a un usage quotidien du numérique qu'on a l'équipement qu'on est forcément à l'aise pour remplir une demande d'accès aux droits sociaux sur Internet avec des formulaires qui correspondent pas tout à fait à notre situation, etc., etc. Et donc ces inégalités sont plurielles et sont multiples et on est tous, selon certaines situations, parfois en difficulté avec le numérique. On peut penser aussi même au commerce en ligne, à la peur de payer en ligne en carte bleue, c'est quelque chose qui est très courant et peu importe, et qu'on retrouve dans différentes catégories de population, peu importe les grandes distinctions socio-économiques, que ce soit en termes de revenus, de niveau culturel, de niveau d'éducation, etc., on retrouve des difficultés assez similaires dans toute la société.
Il y avait une autre question après sur un commentaire plutôt sur la question de la gouvernance des données, qui est effectivement un enjeu un peu crucial pour les collectivités, qui, je pense, peu à peu le prennent en compte avec comment elles font pour accéder aux données à un certain nombre d'acteurs privés. Donc, il y a eu des évolutions législatives en ce sens, avec cette idée d'une donnée d'intérêt territorial qui serait l'équivalent local de la donnée d'intérêt général qui a été promue par le gouvernement, par l'État. Et il y a des lois en fait, qui obligent maintenant tout un certain nombre d'acteurs privés à mettre à disposition des collectivités dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie notamment, ces informations. On observe aussi qu'aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement des délégations de services publics, aujourd'hui, la question de l'accès aux données est quelque chose qui est inclus dans les contrats, là où auparavant, ça n'existe pas puisque ça n'intéressait pas grand monde. Maintenant, c'est quasiment systématiquement inclus, mais forcément, il y a des questions de rapport de pouvoir qui se jouent entre ça, et tout dépend aussi des rapports de force entre certaines collectivités et certains acteurs privés sur ces questions. Mais de fait, la question de la sensibilisation est, je pense, en cours des administrations et des élus, même si c'est encore un phénomène qui est relativement récent sur ces questions, donc il ne faut quand même pas l'oublier, et qu'on continue à le mettre, enfin, qui continue à se structurer progressivement. Sur la question des vaut-il mieux avoir des smart cities ou des smart quartiers, c'est vraiment une question d'échelle aussi, mais je crois que pour des questions d'équité, à partir du moment où une ville se lance dans une démarche Smart City, il convient quand même d'y inclure l'ensemble du territoire plutôt qu'un seul quartier. Alors, si vous faites le parallèle, par exemple, avec écoquartier, c'est complètement différent parce que là, on est vraiment sur un espace bien donné où on va cibler des objectifs et on va tenter de les atteindre en termes d'habitat, d'économie d'énergie, de déplacement, etc. Mais en revanche, la démarche SMART, pour moi, ne peut être engagée que sur la totalité d'un territoire, que ce soit une ville ou quelle qu'en soit l'échelle. Ce que vous en pensez, M. Courmont, mais... Tout à fait. Hein. Je pense que les questions, enfin, ça dépend en fait quel besoin on veut répondre et quelle échelle est la plus pertinente pour y répondre. Et du coup, on va avoir des solutions différentes qui vont être mises en œuvre à l'échelle du quartier. Il y a même, il y a quand même pas mal d'initiatives aussi à l'échelle juste du bâtiment. Toute la question des smart buildings qui est un peu moins à la mode, mais qui est aussi de fait une implication de la technologie dans la gestion urbaine. Et il y a des échelles plus larges, notamment en termes de bassins de vie aussi, qui sont quand même cruciaux. Et c'est là où justement le numérique peut être assez intéressant, dans le sens où il peut permettre de dépasser des frontières administratives et territoriales qui sont bien souvent un frein à la mise en place d'un certain nombre de services. Aujourd'hui, et c'est aussi l'atout des services numériques qui sont portés par des acteurs privés, enfin, pourquoi Waze réussit aussi bien, c'est qu'il vous permet d'avoir de l'information, peu importe la domanialité du réseau et les frontières administratives propres aux collectivités. Et on sait que nos déplacements, en fait, jouent très largement avec ces frontières territoriales. Et là-dessus, le numérique les dépasse. Je vois qu'il y avait une autre question aussi, enfin deux autres questions par rapport à la comparaison avec les États-Unis d'un côté et les modèles asiatiques et notamment chinois de l'autre sur leur mise en place en France. Alors, d'une part, je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition radicale en France au partenariat et avec des acteurs privés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et en particulier, quand on le compare aux États-Unis, il faut quand même avoir en tête qu'aux États-Unis, je sais pas, par exemple, si on prend l'exemple des réseaux d'eau, la quasi-intégralité des réseaux d'eau des villes américaines sont gérés par des régies municipales et donc sont aux mains de l'administration publique. En France, le modèle de gestion des réseaux d'eau s'est construit plutôt autour de délégations à nos grandes firmes de services urbains que sont le Veolia, Suez
la SOR, etc. aujourd'hui, qui sont des leaders mondiaux, parce que les municipalités françaises ont accepté de déléguer la gestion des réseaux d'eau à ces acteurs privés en leur laissant de très larges délégations de pouvoir pendant tout un certain temps. Et ce n'est qu'assez récemment, finalement, qu'il y a une repolitisation de ces questions et une remunicipalisation de sa gestion pour un certain nombre d'acteurs. Donc tout ça pour dire que si on l'applique au numérique, de fait, il y a des associations avec des acteurs privés qui participent et qui participeront aux politiques publiques sur les territoires. En fait, toute la question se pose dans quelle mesure les pouvoirs publics et les collectivités locales sont en capacité d'imposer leurs intérêts et l'intérêt général et l'intérêt du territoire à ces acteurs privés et du coup de modérer les intérêts commerciaux et économiques de ces acteurs privés. Et ça, c'est l'objet de rapports de force, d'évolution, de modes de gouvernance, de lois, etc. Donc, je ne réponds pas tout à fait à votre question. Et, du coup, de savoir si Sidewalk Labs pourrait venir en France, je pense qu'aujourd'hui, ils essayent déjà de structurer un marché dans un contexte nord-américain qui est assez complexe, hein, puisque les réglementations sont très différentes d'une ville à l'autre et que ils se concentrent là-dessus avant d'investir un marché européen qui a d'autres particularités en matière de gestion urbaine. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Sur leur modèle stratégique. Et sur la réponse par rapport au modèle chinois, donc effectivement, la question de la Smart City en Chine est cruciale, avec des acteurs locaux très puissants, les équivalents des IBM et Cisco qui, pour le coup, eux, continuent sur un modèle de Smart City très intégré, très top-down sur de la gestion urbaine par la data, qui arrivent à mettre en œuvre dans ces villes avec un mode de gestion un peu plus autoritaire. Qu'ils exportent beaucoup, mais qu'ils exportent beaucoup plutôt dans des pays du Sud, et en particulier en Amérique latine et en Afrique, hein, qui sont les grands terrains de jeu de ces entreprises. Avec des modèles d'exportation qui sont assez intéressants, où ils financent dans un premier temps avec des prêts sur 100 ans qui sont garantis par l'État chinois. Donc, ce qui fait que les villes, forcément pour des villes du Sud, c'est très avantageux de mettre en place ces systèmes en se disant que ça va, on a 100 ans pour le rembourser. Et donc un appui très fort diplomatique de l'État chinois pour l'exportation de ces modèles. Mais par contre, sur le côté un peu l'explication culturaliste, sur le côté plutôt sécuritaire de tout le discours que l'on entend très souvent sur ils font ça en Chine en matière de surveillance de leur population, ça ne pourrait pas exister dans les pays occidentaux, ça ne pourrait pas exister en Europe. Alors en partie parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est un peu plus fort en matière de gestion des données personnelles, mais force est de constater que le développement de ce qu'on appelle la Safe City, l'usage des technologies à des fins de surveillance de l'espace public, est quand même un marché en très fort essor, et certains élus et certains industriels français aimeraient aller beaucoup plus loin. On peut penser à tous les débats en cours et à venir sur la reconnaissance faciale, dont certains militent pour l'instauration en vue de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des JO de Paris en 2024, et qui sont du coup des technologies pour lesquelles on aurait dit il y a quelques années, OK, ils font ça en Chine, mais on n'aura jamais ça en Europe. Là encore, la crise sanitaire a aussi permis à certaines de ces entreprises de sortir aussi du bois en disant nous aussi, on pourrait proposer nos solutions d'analyse de reconnaissance automatique d'image pour identifier le non-port du masque, etc. etc. C'est des technologies qui sont similaires et qui se développent petit à petit sur nos territoires. Et juste aussi une précision, moi c'est quelque chose sur lequel là, je vais commencer à travailler dans les prochaines semaines, mais que je trouve assez fascinant, c'est on parle beaucoup donc, de la reconnaissance faciale et de ces gros projets pour les grandes métropoles, mais c'est aussi à quel point la vidéosurveillance en fait s'est généralisée dans tous les territoires. Et aujourd'hui, vous avez énormément de petites communes de quelques centaines d'habitants qui ont installé un système de vidéosurveillance à la demande de la population, à la demande de la gendarmerie, avec des subventions
de l'État français pour mettre en place ces caméras et qui font le bonheur de tout un ensemble de PME et d'installateurs, mais qui du coup participent aussi à la banalisation d'une forme de surveillance latente sur les territoires, donc qui effectivement peuvent participer à un sentiment de plus forte protection par rapport à des vols, à des vandalismes, à du dépôt sauvage d'ordures, etc., mais qui participent au déploiement de ces technologies de surveillance. Avec une efficacité qui n'a jamais été véritablement prouvée, hein, puisqu'il n'y a aucune évaluation sérieuse qui n'a jamais été établie de ces dispositifs de vidéosurveillance. Donc, ils peuvent certes servir pour quelques enquêtes, mais pour de nombreuses d'entre elles, ils sont à peu près inutiles. Et je continue, je sais pas, je vois qu'il y a encore une question sur la question notamment des questions de sécurité et de cybersécurité qui sont effectivement centraux, hein, on le voit aujourd'hui, il y avait tout un dossier dans le monde aujourd'hui là-dessus qui met bien en évidence, suite à quelques expériences malheureuses qui malheureusement se multiplient, que ce soit pour des hôpitaux, pour des municipalités, d'attaques par ransomware, et qui bloquent tout leur système. Là, c'est clairement, plus on déploie des technologies dans l'espace urbain, plus vous rendez votre système vulnérable, puisque c'est autant de portes d'entrée, et donc des enjeux de protection qui sont importants, qui sont du coup de plus en plus aussi pris en charge. C'était déjà historiquement par rapport aux grands réseaux d'importance vitale, qui sont largement accompagnés par l'ANSSI, les services de l'État en matière de cybersécurité, et qui font que aujourd'hui en France, contrairement pour l'instant, on peut toucher du bois, mais ces réseaux énergétiques, ces réseaux d'eau, etc., sont victimes d'attaques, mais arrivent plutôt à bien se défendre, contrairement à ce qu'on a pu observer en des expériences dans d'autres pays où il y a eu des coupures énergétiques sur certains réseaux suite à l'attaque des attaques massives. Donc c'est un enjeu considérable pour lequel des moyens très lourds devront être investis. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez lever la main, même si vous voulez réagir. Si c'est des réactions, vous pouvez lever la main et je peux vous donner la parole via le micro. Oui, il y a peut-être un point désolé, je suis en train de monopoliser la parole sur cette fin de conférence, mais justement, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui, pour que le coup, est importante aussi sur ces questions de technologie, c'est la question de la transition environnementale. Si vous voulez, la technologie a longtemps été pensée comme un outil au service de la transition environnementale sur les territoires. Vous avez plein de plans qui sont ville intelligente et durable. Et aujourd'hui, on se constate plutôt, il y a plutôt des critiques et en tout cas des interrogations sur les impacts environnementaux de ces dispositifs technologiques tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au moment de leur conception jusqu'à leur recyclage et leur utilisation. Le secteur du numérique est un secteur en très forte croissance en matière de consommation énergétique, et plus on met de dispositifs, plus on produit de données, et bien plus cette question se pose et est prégnante. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pendant très longtemps, les élus, les décideurs locaux ne se posaient pas trop la question, mais que demain, ils devront interroger au moment de mettre en œuvre des dispositifs numériques sur leur territoire, quel est en fait le coût environnemental de ce dispositif, est-ce qu'il a un impact positif ou un impact négatif sur l'environnement. Et je pense que notre société numérique actuelle, en tout cas, n'est pas viable par rapport aux objectifs que peut se fixer en matière de transition énergétique et environnementale. Madame Klein, vous avez un dernier mot, peut-être, pour clôturer Je pense qu'on se rend compte, c'est que si ce n'est pas une utopie, c'est au moins un vaste sujet et qui peut être encore développé en prenant des angles plus particuliers, en effet. En tout cas, merci pour ce beau sujet. Écoutez, merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont pu venir participer
à la réunion ce soir. Je voudrais d'abord remercier au nom donc, de l'équipe étudiante du Café Urbain, l'Institut d'aménagement qui nous a épaulés pour la préparation de ce rendez-vous. On aimerait aussi remercier donc, l'École supérieure d'ingénieurs de Reims pour son soutien, ainsi que du coup le laboratoire habité, l'IATER, l'Agence d'urbanisme de Reims, ainsi que la Maison de sciences humaines. On vous donne rendez-vous pour un prochain Café Urbain qui aura lieu le mois prochain, au mois de mars, sur un thème que l'on vous annoncera dans les prochaines semaines et qui aura lieu toujours en distanciel, donc sur Zoom. Donc, et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et en tout cas, merci à tous au mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci à vous. Merci, au revoir.